Aujourd'hui, on est face à des grandes puissances. Et nous, on le sent bien au niveau agricole. On nous importe tous les jours des produits qui viennent d'ailleurs à des prix défiant toute concurrence. Et c'est normal, puisqu'ils n'ont pas autant de contraintes sanitaires, de contraintes environnementales, de contraintes sociales qu'à la France aujourd'hui. Mais si on a ces contraintes-là, c'est parce qu'on a des produits de qualité. C'est parce qu'on a la chance qu'aujourd'hui on puisse vivre très bien en France, qu'on puisse accéder aux hôpitaux de façon gratuite, qu'on puisse avoir une scolarisation aussi à moindre frais, enfin pour les utilisateurs. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, mais si vraiment on veut continuer à vivre dans le monde, enfin, si la France veut continuer à vivre dans le monde, il va falloir qu'elle s'allie et qu'elle s'allie de façon intelligente. La France a besoin, aujourd'hui les agriculteurs français ont besoin de l'ouverture sur l'Europe et le monde pour aussi permettre un échange de produits finis des agriculteurs français vers les pays tiers internationaux. On ne peut pas se renfermer en disant on va être autonome, on va se contenter de se consommer soi-même nos trucs et se fermer nos portes. On est complémentaires. Ce qu'on veut nous, c'est que le modèle français, qui aujourd'hui est cité au niveau international comme le plus durable en termes d'agriculture et de sanitaire sur les produits alimentaires qui en sont issus, donc le modèle agricole est le plus sain. Ce qu'on veut, c'est que les autres pays de l'Union européenne arrivent à notre niveau. Oui, on a un système social qui fonctionne, on a un système agricole qui fonctionne, qui est reconnu à l'international. C'est pour ça que l'international, que les pays autour de la France veulent nos productions, veulent nos produits. Donc on doit quand même arriver, avec tout ce contexte-là, à vivre de notre métier, mais il ne faut pas se renfermer sur nous-mêmes. Pour nous, agriculteurs français, ce n'est pas la solution. D'accord. Mais vous me permettrez quand même de faire remarquer plusieurs choses. Est-ce que les Anglais sont des crétins et des imbéciles ? Les Anglais sont des opportunistes. Les Anglais, ils visent leurs intérêts, comme tous les pays du monde. Comme tous les pays du monde. C'est ce que j'appelle un opportuniste. Oui, mais non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire à la fois que c'est formidable d'être dans l'Europe parce que ça nous sert, et de dire lorsqu'un pays comme le Royaume-Uni sort, je vois d'ailleurs que le secrétaire d'État à l'agriculture britannique vient de claquer la porte parce qu'il trouve que le Brexit n'arrive pas assez vite, ça veut donc dire qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent différemment de ce qu'on nous dit, nous, en France. Bon. Par ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture suisse, c'est le désastre absolu ? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire des pays qui sont en dehors de l'Union européenne se portent très bien et même se portent beaucoup mieux. Moi, je trouve que ce que vous me dites, si vous me le permettez, vous citez le niveau de vie français, tout ça, c'est grâce à la France. Tout ce qui va bien en France résulte de ce qu'a été la France. Et tout ce qui va mal, c'est tout ce qui vient de l'Union européenne. Regardez notamment la remise en cause de la PAC. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte de ce qui va se passer quand même. C'est-à-dire 45 milliards d'euros en moins. Et vous savez quand même que la France débourse des sommes folles chaque année pour les autres. On a donné depuis peut-être 10 ans cumulé à la Pologne, quelque chose, l'Union européenne a dû donner quelque chose comme 180 milliards d'euros à la Pologne. Et la France payant là-dedans 17%. On a dû donner 30 milliards d'euros à la Pologne. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Oui, 30 milliards d'euros avec lesquels les Polonais achètent des avions américains contre les avions français. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça serait si la France... Sortir de l'Union européenne ne veut pas dire fermer les frontières. Est-ce que la Suisse est fermée au monde ? Est-ce que c'est la Corée du Nord ? Non. Est-ce que le Royaume-Uni, sortant du Brexit, avec le Brexit, va se fermer du monde ? Non. Enfin, si le Royaume-Uni avait vraiment eu la ferme intention de partir du jour au lendemain, ils auraient pris leurs valises et ça serait bouclé l'affaire. On voit bien aujourd'hui quand même tous les freins qu'il y a à l'écriture noir sur blanc de la sortie du Royaume-Uni et le bouclage de l'affaire, que ça patine parce qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui ouvrent les yeux sur peut-être une potentielle erreur qui a été faite de jugement lors du vote de la sortie de l'Europe. Non mais c'est ce qu'on vous raconte dans les médias. Est-ce que je peux vous donner même l'interprétation des choses ? Bon. On est là pour ça, bien sûr. 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Oui. Bon. Le problème, c'est que normalement, il aurait fallu avoir un gouvernement qui représente les 52% des gens qui avaient voté pour le Brexit. C'est-à-dire, il y avait des gens de UKIP, le parti de droite, une partie du parti conservateur et une partie des travaillistes. C'est-à-dire un peu comme les Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Il aurait fallu avoir un gouvernement d'union nationale reflétant ça. Mais ça ne marche pas comme ça au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez eu un gouvernement qui est, comme d'habitude, le Premier ministre et le chef du parti qui a le plus de députés à la Chambre des communes, c'est-à-dire le Parti conservateur.
David Cameron a perdu le référendum, il a donc dû quitter les lieux, c'est comme ça la tradition au Royaume-Uni. Ils ont choisi comme nouveau Premier ministre Madame Theresa May, qui était du gouvernement de Cameron et qui était ministre de l'Intérieur et qui avait appelé à voter contre le Brexit. C'est-à-dire qu'ils ont, pour mener le Brexit, un Premier ministre qui est contre et qui a choisi dans son gouvernement 2/3 des ministres qui sont contre. Et de côté européen, vous avez des gens qui étaient contre aussi. C'est-à-dire qu'on a demandé à Barnier et à May, qui étaient tous les deux contre le Brexit, de négocier le Brexit. C'est quand même un petit peu difficile. C'est exactement comme s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, que le Frexit l'emportait, et que ce soit Macron qui aurait appelé à voter non, qui était chargé de le faire. Il y aurait eu un soupçon permanent de dire qu'elle était en train de saboter. Voilà la question. Donc il y a effectivement, vous avez raison, ça se passe mal, mais parce que vous avez en permanence au Royaume-Uni des gens qui veulent torpiller le truc. Pour moi, on ne peut pas remettre en cause le vote, mais vous êtes quand même d'accord que 52% des gens qui se sont exprimés au vote veulent sortir de l'Union européenne. Oui. Enfin, je veux dire, ça aurait été 80%, je veux bien qu'on le prenne en considération, mais là, aujourd'hui, ça mène quand même à réflexion. Oui, enfin, vous savez que M. Macron a eu 17% des inscrits au premier tour de l'élection présidentielle. On va pas continuer trop là-dessus. Le Brexit, on en tirera les conclusions une fois qu'il sera Absolument. effectué. C'est absolument. Dans 2-3 ans. Imaginons que nous sortions de l'Union européenne, qu'est-ce que vous proposez pour les agriculteurs français? Pour l'agriculture française, d'abord, je propose, le maintien de toutes les subventions dont les agriculteurs disposent, sauf que, au lieu de recevoir ça avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, ça sera le drapeau bleu-blanc-rouge. Puisque je me permets de rappeler, ce que on ne sait pas suffisamment, c'est que la France, chaque année, donne 24 milliards d'euros, et elle en reçoit à peu près 15 de l'Union européenne. Et encore, ce sont des chiffres qui, à mon avis, sont très sous-estimés. Ça veut donc dire que lorsque les agriculteurs reçoivent des subventions avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, ils pensent que c'est l'Union européenne qui nous donne des subventions. Je voyais là par exemple défiler un truc, l'Union européenne attend. Mais c'est en fait notre argent. C'est notre argent et donc on... Comment vous allez utiliser ces 24 milliards? Les 9 milliards d'euros supplémentaires. Les 24 que nous on donne à l'Europe, comment vous les utilisez? Une fois qu'on est sorti de l'Europe. Eh ben, on les utilise. Les 15 milliards d'euros dont on bénéficie, on peut les utiliser comme ils sont déjà utilisés. C'est-à-dire, par exemple, les agriculteurs continuent à recevoir leurs subventions, mais en plus, on a 9 milliards d'euros supplémentaires. Faire quoi ces subventions? Eh ben, pour maintenir le niveau de vie des agriculteurs. Mais nous, on veut pas. Nous, on veut que nos produits qui sortent de la ferme, ils aient un prix réel. Oui. C'est-à-dire qu'ils aient le prix du travail qu'on y met. Oui. Voilà. Donc nous, on veut pas de subventions. Donc comment on fait? Est-ce que l'on peut faire? Il fallait la réformer, la rénover pour coller un petit peu plus aux attentes. Donc si c'est prendre le pognon pour faire la même chose qu'hier, c'est pas ça qu'on veut non plus. Il faut avancer, il faut évoluer. Aujourd'hui, si vous êtes là à nous dire que ça marche pas, c'est qu'il y a des agriculteurs qui vous ont dit chez nous ça va pas. Donc si vous nous dites que vous prenez les mêmes et on recommence, sauf qu'on vous met un peu plus de pognon. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que notre métier soit reconnu, que nos produits soient reconnus et qu'on avance. Et ça nécessite peut-être pour ça d'avoir un protectionnisme intelligent sur les produits, comme font les Suisses. Je crois savoir qu'en Suisse, au moment de la récolte des fraises, il y a des fortes taxes à l'importation sur les fraises venues du reste du pays du monde. Et quand c'est fini les fraises en Suisse, à ce moment-là, ils rebaissent les trucs pour bénéficier des... Mais rien n'empêche d'être protectionniste au sein de l'Europe. Ah bah si. Qu'est-ce qui empêche? Par rapport à d'autres productions en Europe? Non, ça se marche comme production européenne. Qu'est-ce qui empêche de mettre en place une politique agricole et alimentaire pour favoriser, lorsqu'il y a des excédents dans certaines productions, favoriser l'accès à ces produits-là par des populations qui auraient un faible revenu et qui auraient besoin d'aide? Qu'est-ce qui empêche ça? La politique agricole commune, elle date de quand? Elle date des années 60, début des années 60, 62. Bon, ça fait donc bientôt 60 ans. En tout cas, c'est 55 ans. Si ça ne s'est pas fait depuis 55 ans ou 60 ans, c'est qu'il y a des petits problèmes. C'est-à-dire que les pays... Alors à l'époque, c'était l'Europe des 6. On est maintenant à 28. Donc je suppose que l'intérêt des agriculteurs français n'est pas le même que l'intérêt des agriculteurs polonais ou roumains. Je suppose que c'est peut-être ça. Dans certaines années, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près kiff-kiff. Et si ça s'est jamais fait, c'est peut-être que jamais personne ne l'a poussé. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Et alors, on n'est qu'une petite organisation. On ne représente pas grand-chose. On représente 30 000 agriculteurs français. Et en plus, c'est des jeunes. Alors, les jeunes, on n'est pas toujours pris au sérieux. Mais... ce que je veux dire par là, c'est que si on ne met pas de graines dans la terre, elle ne poussera jamais. Donc nous, on a juste des idées, on les met en terre
là où on peut, c'est-à-dire dans le cercle politique, et puis voilà, on voit ce que ça donne, on verra bien. Mais on voit que ça apporte des fruits de temps en temps. Alors c'est sûr que sur une poignée de graines, on n'en a qu'une seule qui germe des fois, mais bon, on essaie de faire avec. Surtout, ce qu'il faut bien, enfin, vous l'avez bien compris, mais je me permets toujours d'insister. Moi, j'ai participé, quand j'étais dans des cabinets ministériels, c'était avec le moment de l'Europe des 15, à des réunions de conseil de ministres. Bon, vous avez 15 États avec 15 intérêts nationaux différents. Là, vous en avez 28. Donc ça veut dire que toutes les idées généreuses que les Français ils ont, d'ailleurs en France, tout le monde, par exemple pour les élections, à part moi qui propose de sortir de l'Union européenne, tous les autres listes proposent de changer d'Europe. Tous. D'ailleurs, ils ont tous un projet différent. Au passage, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que pour changer l'Europe, il faut l'unanimité des vôtres. Pour changer les traités européens, il faut l'unanimité. Et vous avez des États qui ne sont pas des États agricoles, notamment les pays de la Scandinavie, les pays nordiques où il n'y a pas grand-chose, et qui, eux, n'ont pas intérêt, en fait, à protéger une agriculture comme nous. On peut avoir, comme les pays du sud de l'Europe peuvent avoir intérêt à protéger. Donc on a des confrontations d'intérêts nationaux divergents. Et donc... La PAC, c'est pas là pour soutenir les agriculteurs. C'était pour garantir aux consommateurs européens qu'il ait de quoi manger en quantité et en qualité. Voilà. Donc, à mon avis, la PAC ne doit pas servir les agriculteurs, elle doit servir les consommateurs. D'accord, mais en qualité, par exemple, il y a actuellement une forte demande des consommateurs vers justement plus de qualité, vers plutôt de l'agriculture de terroir, vers de l'agriculture, au moins l'agriculture raisonnée, sinon du bio, sinon des choses comme ça. Or, la politique agricole commune, elle a quand même plutôt favorisé le contraire. Elle a plutôt quand même favorisé l'hyperconsommation des engrais, l'hyperconsommation des pesticides. C'est quand même la vérité. Non, mais c'était un contexte complètement différent. Non, c'est un contexte complètement différent. C'est que le monde, à une époque, le monde a eu faim et il a fallu alimenter le besoin. Et donc, la France étant un pays avec des agriculteurs nombreux sur le territoire, paraissait être opportuniste de proposer ces productions au monde entier. Pour cela, on a développé des techniques qui permettaient d'y arriver. Aujourd'hui, les pays autour de la France se structurent et favorisent une agriculture. Ça veut bien dire que tout le monde, quel pays aujourd'hui, ne souhaite pas une agriculture forte chez lui, quoi. Non, tous les pays savent que si les frigos sont pleins, si les estomacs sont pleins, ça amène une certaine sérénité et tranquillité. Tout le monde veut accéder à nourrir ses citoyens. La France aujourd'hui fait le constat qu'il y a peut-être eu une mauvaise utilisation de toutes les techniques agricoles ou une interprétation à une époque dans un certain contexte qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Mais nous, jeunes agriculteurs, on est complètement dans cette mouvance-là. On veut répondre à ces attentes des citoyens. Mais il faut le faire de façon pragmatique et de façon unitaire au sein de l'Europe. Par exemple, le marché transatlantique, le TAFTA, le CETA, vous en pensez quoi ? C'est quand même des contraintes qui poussent à une hyper productivité. Moi, je suis d'accord qu'on puisse échanger des produits de même qualité et de même valeur. Voilà, tout simplement. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est bien une concurrence par le bas. C'est bien les poulets au chlore. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que nous, on souhaite plutôt, au sein de l'Union européenne, que les pays autour de nous relèvent leurs systèmes sociaux, leur qualité de vie, leurs revenus de leurs agriculteurs, que ça vienne plutôt vers le haut, plutôt que nous, on soit obligés de s'asseoir à leur niveau. On en est tous d'accord. Mais la France une fois que vous seule avez dit ça, c'est le n'avance contraire pas. qui se passe. C'est comme quand on met en concurrence, si vous voulez, des entreprises. Vous n'avez pas une... Il n'y a que celui qui ne veut rien changer qui ne changera rien. Ah ben ça fait 60 ans. Hein. Et depuis, est-ce que il n'y a que celui qui ne veut rien changer qui ne changera rien. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il faut changer. Moi, je fais partie d'une génération qui pense que l'Europe sera notre chance, tout simplement. Parce que regardez la carte du monde, la France, ça représente un confetti, ça représente rien du tout. Oui, allez dire ça à Singapour ou à Israël. Dites si Israël le fusionnait avec les 26 pays alentours, vous verrez comment ils vous répondront. Ce n'est pas du tout le même contexte géopolitique. Non, absolument pas. Mais la France, regardez par exemple en matière je pense qu'on ne peut pas comparer Israël avec la France, excusez-moi. Mais... Non, mais c'est des pays beaucoup plus petits, comme Singapour, comme Hong Kong, comme Israël, comme l'Uruguay. Merci bien, n'envisage absolument pas de fusionner avec les pays alentours. Et d'ailleurs très bien. La Suisse aussi, d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Mais regardez, par exemple, Pourquoi serions-nous obligés
de subir les discours des gens qui nous entourent. Enfin, ça fait 15 fois là que vous nous dites, c'est ce qu'on vous a raconté, vous le buvez la bonne parole et tout. Non, mais on a quand même un réseau, on a quand même des agriculteurs qui ont des attentes aujourd'hui et qui proposent des choses. Non, mais parce que vous reconnaîtrez, j'espère quand même, que les idées que je développe n'ont pas droit de citer dans les grands médias. Il n'y a jamais de débat approfondi. Oh, non, mais je ne dis pas que c'est de votre faute. Je dis que c'est un fait qu'il n'y a jamais de débat approfondi. Voilà. Moi, je ne passe jamais dans les médias. Monsieur Macron, on le voit 10 heures par jour depuis maintenant 3 mois. Donc, je dis qu'il y a un petit problème en France, qui est le problème de débat de fond, où il n'y a pas de réflexion qui est menée. Je vous dis que fermer, je ne vois pas pourquoi vous dites que la France se fermerait sur elle-même, par exemple en matière agricole, en matière de céréales. On a des marchés très importants en Afrique du Nord, par exemple. Bon. Influencés par la Russie, qui arrive à avoir la même qualité que nous. Voilà. Mais avec ils fabriquent leurs produits avec des normes sociales et environnementales que n'ont pas. Voilà. Tout simplement. Mais nous, par exemple. L'utilisation des OGM, ils ont le droit. Comment ? L'utilisation des OGM, ils ont le droit. L'utilisation de certains produits phytosanitaires qui sont interdits en France depuis déjà quelques années, eux, ils ont le droit. Donc, oui, bien sûr, ils sont concurrentiels et en fait, au niveau qualité, sanitairement parlant, ils sont concurrentiels parce que ils utilisent ces produits-là. Voilà. Et alors, par exemple, en quoi l'Union européenne nous aide là-dessus ? L'Union européenne, par rapport à quoi ? Par rapport à ça, par rapport à la concurrence russe en Afrique du Nord pour l'expédition de céréales. Par rapport à quoi l'Union européenne nous aiderait ? Par rapport au projet que l'on propose, que la PAC pourrait venir aider des initiatives collectives et mutualistes de structurer des filières pour que nos produits puissent être massifiés, nos produits de qualité puissent être amenés vers un marché porteur et rémunérateur pour ces produits-là, pour se différencier aussi des autres pays. C'est-à-dire que les marchés aujourd'hui, dès qu'on laisse la porte ouverte à une autre puissance, ils se ferment. Enfin, disons, on ne peut plus rentrer par la porte. En 2016, on a eu une grosse sécheresse en France au niveau du blé. On n'a pas pu fournir le marché mer Noire. Bon, il y a eu la même chose en Allemagne, la même sécheresse en Allemagne. Du coup, on était très embêtés pour fournir. Et donc, la Russie a pris le marché, puisque c'était les seuls qui avaient du blé. Et du coup, pour revenir, on a été obligé de casser les prix. Voilà. Donc, demain, si on est tout seul, nous, la France, et qu'on n'arrive pas à fournir, ben, ces pays-là iront directement se chercher à la Russie parce qu'ils sont sûrs d'avoir la qualité et la quantité de matière qu'ils ont demandé. Qu'est-ce qu'on fait demain si on ferme les frontières entre guillemets de la France, que les pays extérieurs à la France ne souhaitent plus du coup nous acheter nos matières? Qu'est-ce qu'on en fait demain, quoi? Fermer les frontières. Ah, eh bien, vous dites ça depuis tout à l'heure. On sort de l'Europe et protectionnisme. Mais si on taxe les produits qui rentrent, croyez-vous que... Attendez, j'ai dit protectionnisme intelligent comme le font les Suisses. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pris un exemple très précis qui était le problème des fruits. Bon, je dis, oui, mais je n'ai pas dit que la France allait se fermer sur le reste du monde. Est-ce que la France était fermée sur le reste du monde avant le traité de Maastricht? La réponse est non. Il ne faut pas exagérer. Ça a toujours été une grande puissance exportatrice. Elle ne l'est plus d'ailleurs en matière agricole. Et pourquoi d'ailleurs elle ne l'est plus? C'est parce qu'on souffre aussi du taux de l'euro qui est beaucoup trop cher. Et vous le savez très bien. C'est-à-dire que si on sort de l'euro, on aura un franc qui perdra à peu près 10%, 15%. Ça favorisera les exportations françaises. J'ai quand même pas rêvé. Moi, quand j'avais 30 ans, quand j'ai commencé au ministère des Finances, un des très grands postes d'exportation français qui était très bénéficiaire, c'était l'agriculture. Maintenant, c'est terminé. On est dépassé par les Allemands. Il y a donc un petit problème quelque part. Moi, ce que je voudrais dire, mais encore une fois, je suis très content de cette conversation, puis je ne vous en veux pas à vous, je sais très bien on est là pour débattre. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que les partisans de la construction européenne n'acceptent jamais de faire le bilan de ce qui s'est passé et des résultats obtenus. À chaque fois que des résultats sont catastrophiques, ils disent « oui, mais on va faire plus d'Europe, on va changer tout ça ». Et ça fait 60 ans que ça dure. Je suis désolé, mais d'année en année, l'agriculture française, j'ai quand même pas rêvé sur le drame que vivent les campagnes françaises, sur la difficulté d'ailleurs des jeunes agriculteurs de s'installer, même s'il y a des efforts qui sont faits, c'est quand même un problème. D'ailleurs, j'aimerais vous savoir aussi ce que vous pensez de ces projets de PAC qui voudraient favoriser l'installation de migrants dans les campagnes. Vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que c'est raisonnable au moment justement où on est en train d'élargir constamment la taille des superficies agricoles? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la conséquence de cette agriculture hyper productiviste avec les engrais, les pesticides, les tailles des exploitations, qui fait que le nombre de haies diminue, le nombre d'exploitations diminue, le nombre d'insectes diminue, la biomasse diminue. Vous avez suivi tout ça quand même.
sujet qui est en train... Le nombre d'insectes qui diminue et de biomasse qui diminue, c'est de la faute aux agriculteurs. C'est de la faute. Quand on voit les raisons, c'est une étude australienne qui est sortie, de l'utilisation d'engrais massifs, de pesticides. L'utilisation d'engrais massifs et de pesticides massifs. Massif, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une quantité à nous donner? Non, je n'ai pas de quantité à vous donner. Je vous cite je ne suis pas un spécialiste, je vous cite une étude australienne qui vient de sortir. Moi, je vis en France. Oui. Et moi, quand on me dit l'agriculture française utilise des pesticides et de l'engrais massivement, j'aimerais bien avoir des repères par rapport au monde. Moi, je peux vous en donner. Aujourd'hui, on va prendre le cas du glyphosate qui est hyper controversé. On utilise entre 1 hectare et on utilise entre 1 litre et 2 litres de glyphosate à l'hectare. Tout ça dilué dans 1000 litres d'eau. Et on applique ça sur 1 hectare. Je prends un autre exemple. Vous allez au Brésil, qui utilise aussi le glyphosate. Eux, ils l'utilisent à des doses 10 fois, voire 15 fois plus importantes que nous. C'est-à-dire qu'ils utilisent entre 12 et 15 litres de glyphosate à l'hectare. Et nous, on nous compare à ce genre d'agriculture. Est-ce que vous pensez... Je vais faire un autre petit parallèle très court, mais lorsque j'ai mal à la tête, je prends un efferalgan et ça va mieux. Si j'en prenais 10, est-ce que vous pensez que ça irait mieux? Je pense que j'aggraverais mon cas. Et bien quand on utilise des produits phytosanitaires, c'est pareil. Si je mets 1 litre et qu'on me dise que c'est la bonne dose, bien je fais comme ça. C'est pas la peine d'aller en mettre 12 litres. Et ce n'est pas de notre faute si d'autres pays dans le monde utilisent mal les produits. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc ne dites pas que notre agriculture utilise trop de pesticides ou trop d'engrais. C'est pas vrai. Elle utilise la bonne dose. Et en plus, j'ai été formé pour pouvoir mettre la bonne dose. Donc non, arrêtez de dire qu'on est les pires utilisateurs. Je n'ai jamais dit que vous étiez les pires. 2, je vous cite une étude qui montre qu'en Europe occidentale, c'est une étude australienne, vous m'avez dit. Oui, mais qu'il a la recension de 73 études faites dans le monde et ça concerne l'Europe occidentale. Il paraît-il que la biomasse des insectes aurait diminué de 75% depuis 30 ans. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'insectes qu'il y a 30 ou 40 ans. Puis le nombre d'oiseaux aurait diminué de 400 millions. Au niveau mondial. En Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe. Moi, je vous dis ce que j'ai lu. Tous en France. Alors. Je vous dis ce que j'ai lu. Et je ne dis pas que c'est de la faute des agriculteurs. Par contre, vous lisez, mais moi je constate. Donc je suis sur le terrain. Je vois des oiseaux tous les jours. Donc voilà. Je vois des insectes tous les jours. Je fais attention à mes sols, qu'ils soient nourriciers. Vous êtes où d'ailleurs, vous? Je suis des Pyrénées-Atlantiques, moi. Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Et je fais attention à ce que je fais parce que j'ai besoin des insectes, j'ai besoin de l'écologie. J'ai besoin de dans la Beauce, par exemple, dans les grandes plaines de Champagne, c'est bien la même chose, vous pensez? Ah oui, je pense que c'est bien la même chose. Ouais. Oui. Moi, ce que je dis... Mais n'hésitez pas à aller sur le terrain et aller voir les agriculteurs. Ils vont vous le dire, qu'est-ce qu'ils font réellement au quotidien. Et c'est pas écrit dans des livres, c'est ce qu'ils font au quotidien. Passez du temps avec eux, allez 1 semaine sur une exploitation. Et je ne dis pas. Et si vous voulez venir chez moi, il n'y a pas de souci. Je vous accueille. J'irai. Je ne mets pas en cause les agriculteurs, je mets en cause les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, où on les met, par exemple, avec le TAFTA ou le CETA, en choc frontal avec des pays qui, eux, utilisent des méthodes d'agriculture beaucoup plus intensives. Qui en ce moment est assez forte sur nous, c'est le fait qu'on nous tape tous les jours dessus en disant qu'on utilise trop de pesticides, trop d'engrais chimiques, ce qu'on fait c'est pas bon, que toutes les études du monde disent que l'agriculture française c'est la plus mauvaise, alors que finalement on s'en sort pas trop mal. Je pense qu'on produit des choses de qualité. Lorsqu'il y a des scandales sanitaires, on est capable de remonter tout de suite chez l'éleveur qui a fait la faute. Tout est tracé. Écoutez, je pense que finalement on n'est pas si mauvais que ça et que c'est pas la peine de nous taper dessus à longueur de journée en nous disant que notre agriculture pollue. Il y aurait des abus dans les campagnes parce que après tout ce sont aussi des hommes qui sont maîtres de leurs actions. S'il y a des abus, c'est peut-être pas non plus le cas d'en faire une généralité. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le dire. Il y a peut-être des dérives dans nos campagnes, mais comme dans n'importe quel autre métier ou profession ou quoi que ce soit. C'est pas des généralités à mener. Pour en revenir, parce que vous avez quand même pas mal parlé de nos attentes et tout, donc pour vous répondre, on a quand même un projet PAC assez structuré, donc je vous invite à en prendre connaissance, parce que de tout ce que vous avez énoncé, là, vite fait et tout, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, décrites là-dessus. Vous avez parlé de ces structures de ces structures agricoles qui tendent à s'étendre, à s'épandre, on va dire, un foncier toujours plus grand,
Ben nous, par exemple, notre projet agricole pour une PAC pour demain, mais peut-être dans plus longtemps que dans 2 ans, quoi. C'est la suppression de l'aide simple à l'hectare, quoi. Voilà, la réorientation des budgets alloués au soutien à l'hectare vers un système qui vienne réellement aider l'agriculture, le producteur, quoi, l'agriculteur. Voilà, par exemple, c'est écrit noir sur blanc. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à le lire quand vous avez peut-être hors cadre salon, quand vous êtes un petit peu... voilà. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est que je n'ai pas accusé les agriculteurs français d'utiliser trop d'engrais. Je dis qu'ils sont placés dans des contraintes qui leur imposent une agriculture hyper productiviste. Il y a quand même la superficie moyenne des exploitations agricoles françaises depuis 30 ans n'a pas arrêté d'augmenter. On a donc... Je sais pas, ça dépend des trucs, ça doit être de l'ordre de, 20 hectares, quelque chose comme ça, non? Elle est à 70 hectares. 70 hectares. Bon. Est-ce que c'est beaucoup, 70 hectares? Oui, je pense que c'est beaucoup. Alors ça dépend à quoi on se compare. Si on compare ça représente 70 terrains de football à peu près. Oui, non, mais si on... Oui, mais... Pas non plus. Oui, mais attendez, je comprends pas. Vous voulez ou pas installer des jeunes agriculteurs donc, il y a contradiction entre le fait de trouver normal l'extension de la taille des exploitations et le fait de vouloir installer des jeunes agriculteurs, il me semble. On n'a pas dit qu'on a trouvé normal, puisque nous-mêmes, on réfute cette idée de s'étendre indéfiniment, puisque on observe aujourd'hui les limites. Mais force est de constater que, à une certaine époque, pour vivre de son métier, il fallait pouvoir avoir plus de matière à vendre. Quand quelqu'un souhaite augmenter son niveau de vie, il travaille plus. Eh bien, à une époque, c'était une solution. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs réfléchissent à comment changer ce système-là, comment pouvoir, sur des structures un petit peu plus petites, ramener plus de valorisation à l'hectare pour pouvoir installer des jeunes sur des structures plus petites. On le sait tout ça. On le sait tout ça. Nous sommes un syndicat d'adaptation. Non, donc pour s'adapter, il faut du temps. Vous êtes donc d'accord sur le fait qu'il faut une agriculture où il y a plus de valeur ajoutée, et notamment c'est ce qui correspond... Il faut une agriculture qui correspond à ce que veulent les consommateurs. Voilà. Tout simplement. Et les Français, ils veulent de plus en plus une agriculture authentique, avec de l'agriculture raisonnée. Vous êtes d'accord avec ça? Les Français ont tous un pouvoir d'achat. Lorsque nous appliquons des pratiques vertueuses sur nos productions, ça coûte de plus en plus cher. Moi, je constate que le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas très fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faudra tout type d'agriculture pour pouvoir donner à tous les Français l'opportunité de manger correctement et sainement. Voilà. Donc il faudra de l'agriculture raisonnée, et il faudra de l'agriculture bio, il faudra de l'agriculture qui respecte des labels, et c'est ce qui fait l'agriculture française. Nous venons d'une région où la volaille est quand même bien représentée sur nos territoires. Aujourd'hui, les citoyens, le consommateur, non mais même sans ça, le consommateur demande plus de qualité et tout ça. Mais on constate quoi au quotidien? C'est qu'il va acheter des plats préparés avec des poulets dits standards. Donc il va acheter les petits sachets avec les blancs de poulet, avec les petites cuisses de poulet machin. Tout ça c'est issu d'élevage dit poulet standard, quoi. Donc pourquoi aujourd'hui en France on serait obligé de s'écarter de certaines productions ou de certaines filières alors que le citoyen en demande quand même? Et la qualité sur ces produits entrée de gamme, si on peut dire, peut être présente quand même à partir du moment où c'est fait en France, que c'est tracé, que l'on sait que l'on sait comment sont nourris les animaux par exemple, sans OGM, avec des normes sanitaires quand même relativement importantes en France. Voilà. Tout ça, ça peut être ficelé. On ne peut pas dire aux consommateurs non, la France, demain, ce n'est que de la bonne agriculture et tout, et si tu as besoin de produits un peu moins chers, parce que tu comprends, le bon, ça se paye, et bien tu iras l'acheter ailleurs, quoi. Et ça veut dire qu'il y a une tranche des consommateurs qui vont bouffer de la merde d'ailleurs, à qui on va les inciter en plus, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on a des consommateurs qui demandent des produits de différentes qualités, que ce soit bio ou pas, que ce soit... On n'est pas là pour faire de préférentisme ou de favoritisme, mais il faut répondre à la demande. Et la France peut répondre à la demande et a besoin de tout le monde autour, des pays autour pour alimenter un marché lorsque nous, on ne suffit pas. Et nous, on a besoin des pays extérieurs qui veulent bien profiter
de nos vins, de nos spiritueux, de nos fromages, de tout ce que peut amener de bon vous la avez bien France. noté qu'il y a sur 193 pays du monde, il y en a quand même 165 qui ne sont pas dans l'Union européenne auxquels on vend des produits agroalimentaires. Hein, vous l'avez quand même noté. Donc l'idée, par exemple, de sortir de l'Union européenne, encore une fois, n'a aucun rapport avec l'idée de fermer les... Voilà. On comprend bien. D'accord. Par contre, ces marchés-là que vous dites, mais peut-être que d'autres pays sont légitimes pour prendre notre place aussi. Oui, par exemple, c'est ce qui se passe en ce moment, vous l'avez dit, en Russie, par exemple, au Maghreb. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Donc ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne, en fait. Ça Non, si, parce que si par exemple la France fait défaillance dans son apport de grains, au Maghreb, un autre pays européen peut très bien prendre le relais, mais à condition qu'il y ait les standards de qualité égaux, pour se substituer à la France et pouvoir ne pas perdre le marché au moins au niveau européen. Oui, mais ça c'est déjà vrai maintenant. Parce qu'on fait partie de l'Europe. C'est déjà vrai maintenant. Parce qu'on a une Europe et qu'on peut faciliter la circulation des biens au travers de l'Union européenne. Enfin, les grands marchés de demain ne sont pas forcément en Europe en matière agricole. Voilà. Et par ailleurs, on va arrêter là parce que d'abord, je vous remercie beaucoup pour ça, mais c'est dommage aussi qu'on n'ait pas parlé on en a à peine parlé de la question de l'euro, de la monnaie. Parce que vous savez que dans un marché mondial où la concurrence fait beaucoup par les prix, avoir une monnaie comme l'euro, c'est quand même pas la même chose que si on avait un franc qui était 10 à 15% moins cher. C'est-à-dire qu'on fait porter la dévaluation interne sur justement les salaires des gens. Vous évoquez le problème du niveau de vie en France, il est là en fait. Oui, mais toutes les importations seraient automatiquement aussi rehaussées. Oui. Eh oui. Eh Donc ben, allez ça serait expliquer très ça aux citoyens français. Oui, mais De tous les produits qu'ils utilisent au quotidien, tout ce qui vient de l'extérieur de la France, ça serait 10 à 15% plus cher absolument, aussi. Absolument, D'accord. ça serait 10 à 15% plus cher. Ça D'accord. veut dire Et donc quelle est la part des ménages dans l'alimentation? actuellement, c'est tombé à 8%, Voilà. je crois. Mais Donc ça veut justement- dire que pour 8% de leur part de budget, ça serait 15% moins cher. Donc pour 92%, ça serait 15% plus cher. Ah non, parce que le reste, c'est fabriqué. Il y a aussi des choses fabriquées en France, excusez-moi. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Les avions. Et de plus en plus Ça d'ailleurs, concerne. il faut savoir ce que l'on veut. Si on a... Non mais nous on est là pour parler des agriculteurs, hein, avec un projet. Donc tout ce qui s'est passé hier, parce qu'on a beaucoup parlé de bilan, de ce qui ne va pas et tout, nous on a fait un constat, voilà, le contexte, ce que nous regrettons, ce que nous voulons, il y a 4 pages, tout est noté. Nous on est assez clair, on est assez droit. Et qu'est-ce que dit dernière question, qu'est-ce que dit le gouvernement? Parce que moi je ne suis pas au gouvernement. Hein. Qu'est-ce que dit le gouvernement et le ministre de l'Agriculture de vos revendications? On a un rendez-vous? Oui, on y va, oui, absolument. Je vais aller chez Télé Agri, pardon. Mais n'hésitez pas à faire oui, je peux mettre une carte ou pas? Non mais c'est très intéressant. Enfin, Mais on peut en discuter hors salon, il n'y a aucun souci. Oui. Mais moi je viendrai si vous êtes dans le Pyrénées. Vous avez une carte?